Je m'appelle Henride. J'ai 32 ans, je suis un soldat des forces spéciales, entraîné à affronter l'ennemi. Mais je n'ai jamais été préparé à devoir affronter mon propre frère. En grandissant, Liam était mon héros. Alors, quand lui et sa femme Chloé m'ont demandé d'utiliser mes privilèges militaires pour co-signer un prêt immobilier, je n'aurais jamais imaginé que mon refus me laisserait le visage en sang. En écoutant ma belle-sœur dire froidement « Tu aurais juste dû signer les papiers du prêt ». Mon refus a allumé la mèche de la trahison la plus dévastatrice qui soit. Ce soir-là, dans ma propre maison, mon frère m'a attaqué par derrière, avec l'un de nos vieux trophées de sport. Avant que je ne partage le reste de mon histoire, dites-moi depuis où vous me regardez, et cliquez sur le bouton j'aime et s'abonner, si vous avez déjà été trahi par votre propre famille. La représentation a commencé dans un restaurant de grillades haut de gamme, dans le quartier chic de Charlotte. Le genre d'endroit avec des boiseries sombres, de profonds banquettes en cuir, et une carte des vins assez épaisse pour arrêter une balle. C'était aussi le genre d'endroit, dont je savais avec une certitude absolue, que Liam et Chloé ne pouvaient pas se l'offrir. Mais c'était bien là le but. La soirée n'était pas une question de famille. Il s'agissait de mise en scène. Chloé, moulée dans une robe de créateur très serrée, qui gardait encore la fraîcheur du neuf, était dans son élément. Son téléphone, véritable prolongement de sa main, capturait sous un angle parfait des clichés de notre réunion de famille Reed, pour son fil Instagram. Toutes les quelques minutes, un flash se déclenchait, accompagné d'une légende qu'elle narrait à voix haute. La famille d'abord, disait-elle avec un sourire mielleux. Tandis que Liam jouait son rôle, ressassant sans fin des histoires de notre enfance. Tu te souviens de la fois où je t'ai sauvé du chien des voisins, demandait-il, la voix résonnant un peu trop fort. Je veille toujours sur ma petite sœur. Je me contentais d'opiner du chef, un petit sourire figé sur le visage. J'avais l'impression d'assister à une pièce de théâtre mal répétée. Où chaque réplique était livrée avec un clin d'œil appuyé, à un public invisible. Chaque mot doux, chaque souvenir affectueux, ressemblait à un coup calculé dans une partie d'échecs, dont je ne saisissais pas encore les règles. Je savais qu'un objectif se profilait. Dans mon métier, on apprend à décrypter une pièce. À repérer les incohérences entre les mots et les actes. Et ici, l'atmosphère tout entière n'était qu'une vaste incohérence. La serveuse s'est approchée, une jeune femme au sourire poli et étudié. Puis-je vous proposer quelque chose à boire pour commencer? Je vais prendre une bouteille du Cabernet Sauvignon, a annoncé Chloé, en pointant un nom sur la carte des vins, dont je savais qu'il coûtait plus de 100 €. Elle m'a ensuite regardé, son sourire se crispant d'une fraction de millimètre. Je prendrai juste une Sierra Nevada. Merci, ai-je dit à la serveuse. Une simple bière blonde, un goût de Caroline du Nord. Les yeux de Chloé ont scié. Trahissant quelque chose, qui n'était pas tout à fait de la colère, mais plutôt un froid dédain. Elle s'est penchée vers Liam, chuchotant juste assez fort pour que je l'entende, par-dessus le faible bourdonnement du restaurant. Toujours à faire simple, à ce que je vois. Le commentaire est resté suspendu en l'air, comme une petite pique parfaite. Il ne s'agissait pas seulement de la bière. Il s'agissait de mon travail. De ma modeste maison à Fayetteville. De ma vie, qui n'était pas conçue pour les réseaux sociaux. C'était un rappel que dans son monde à elle, je n'étais pas tout à fait à la hauteur. Le reste du dîner a suivi le même scénario. Nous parlions, mais sans créer de lien. J'écoutais Chloé se plaindre du coût croissant des courses bio à un moment, puis la voyais exhiber un nouveau sac à main de créateur l'instant d'après. Un sac qu'elle déclarait fièrement payé en plusieurs fois. L'hypocrisie était si flagrante, que c'en était presque impressionnant. Puis, après l'arrivée de la crème brûlée. Chloé a posé sa cuillère, et a croisé les mains sur la table. Le sourire qu'elle m'a adressé était le plus éblouissant de tous. L'acte principal allait commencer. Chérie, a-t-elle commencé? Sa voix adoptant un ton de sincérité étudié. Liam et moi avons beaucoup pensé à l'avenir. À la famille. Elle a jeté un coup d'œil à Liam. À une maison, où tes futurs neveux et nièces pourront courir dans le jardin. Liam, qui avait nerveusement déchiqueté sa serviette, a pris la parole après un coup de coude discret de sa femme, sous la table. Il s'est raclé la gorge. Ouais, on a trouvé. On a trouvé la maison parfaite. Elle a tout ce qu'il faut. Mais, les choses sont un peu justes en ce moment. J'ai attendu, sans changer de posture.
J'ai senti mon entraînement prendre le relais. Observer. Évaluer. Ne pas réagir. Chloé n'a pas laissé le silence s'installer. Elle s'est penchée en avant, les yeux grands ouverts et sérieux. C'est juste un bout de papier, An. Une formalité. Nous avons besoin que tu co-signes le prêt. Ton prêt VA. Elle a prononcé les 3 derniers mots, comme s'il s'agissait d'une formule magique. C'est ton privilège. Tu es censé l'utiliser, pour aider la famille. Puis est venue l'ultime et brutale torsion du couteau. Tu nous dois bien ça. Les mots m'ont frappé avec la force d'un coup physique. Tu nous dois bien ça. Mon service, mes sacrifices. Les années que j'ai dédiées à mon pays. Elle venait de réduire tout cela à un vulgaire bon d'échange. Une faveur, que j'étais désormais obligé de monnayer, pour leur maison de rêve. C'était une insulte profonde, stupéfiante. Mais mon visage n'a rien laissé paraître. L'émotion est une faiblesse. Je suis passé du statut de sœur à celui de soldat. Ce n'était plus un dîner de famille. C'était une évaluation de la menace. Comment est ton historique de crédit, Liam, ai-je demandé, d'un ton égal. Il a tressailli. Eh bien, c'est compliqué. Quel est le plan d'urgence pour le remboursement, si tes commissions de vente baissent, ai-je insisté. Les yeux fixés sur lui, et non sur Chloé. Chloé s'est esclaffée, d'un geste dédaigneux de la main. Le masque de sincérité avait disparu, remplacé par une irritation non dissimulée. Oh, pour l'amour de Dieu, An. Ne transforme pas ça en un interrogatoire à Fort Bragg. C'est ton frère, pas l'ennemi. C'était une tactique classique. Déviée par l'émotion. Recadrer la logique comme de l'hostilité. Elle essayait de me coincer. De faire passer ma diligence raisonnable pour une attaque personnelle, un manque de confiance. Je suis restée silencieuse, mais à l'intérieur, des voyants rouges clignotaient sur mon tableau de bord personnel. Les paramètres de la mission étaient devenus clairs. Ils ne demandaient pas d'aide. Ils exigeaient un chèque en blanc, garanti par ma carrière et mon honneur. Liam s'est lancé dans un flot de promesses désespérées et décousues. Sur le fait qu'il ne manquerait jamais un paiement, que c'était sa grande chance. Mais tout ce que j'ai vu, c'était la faiblesse dans ses yeux. Cette même faiblesse, qui lui avait attiré des ennuis toute sa vie. Et dans les yeux de Chloé, j'ai vu quelque chose de bien plus dangereux. Un calcul froid et dur. Le trajet jusqu'au service de voiturier fut une affaire silencieuse et étouffante. Alors que nous attendions nos voitures, la fraîcheur de l'air nocturne de Charlotte n'a guère réussi à dissiper la tension. Chloé m'a donné une étreinte qui ressemblait à un bloc de glace. En se reculant, elle a livré sa dernière charge utile. Sa voix résonnant comme un coup de semonce. Maman et papa vont être tellement déçus, s'ils apprennent que tu n'as pas voulu aider ton propre frère alors qu'il était en difficulté. Et voilà. L'arme ultime. Leur amour. L'approbation de mes parents, utilisée comme une arme contre moi. Ils ne demandaient plus. Ils menaçaient. En regardant leur voiture s'éloigner, j'ai su avec une certitude glaciale, que ce n'était pas une demande de faveur. C'était une déclaration de guerre. Les 2 heures de route, depuis Charlotte jusqu'à ma rue tranquille de Fayetteville, ont été floues. Une hypnose de l'autoroute. Avec les derniers mots de Chloé, qui résonnaient dans ma tête. Maman et papa vont être tellement déçus. C'était leur arme préférée. Celle qu'ils dégainaient chaque fois que ma docilité vacillait. Au moment où j'ai tourné la clé dans ma propre porte d'entrée. La colère née au restaurant s'était refroidie, en quelque chose de bien plus lourd. Une douleur familière, qui s'est installée au plus profond de mes os. Ma maison était silencieuse, ordonnée. Chaque chose était à sa place. C'était ma forteresse, le seul endroit sur terre que j'avais construit pour moi-même, gouverné par mes propres règles de logique et de discipline. Mais ce soir, le silence n'était pas paisible. Il semblait vaste et vide. Et les fantômes de mon passé m'attendaient dans ce calme. Je suis allé au placard de la chambre d'amis, et j'ai descendu une vieille boîte en bois, de l'étagère du haut. Ce n'était pas un trésor, pas vraiment. C'était la boîte de Pandore, remplie des artefacts d'une enfance passée dans l'ombre. J'ai soulevé le couvercle. L'odeur légère du vieux papier et du cèdre est montée vers moi. À l'intérieur reposaient les preuves. Des archives soigneusement préservées, de ma propre insignifiance.
La première chose que mes doigts ont trouvée a été une photographie délavée. Elle datait de l'avant-dernière année de lycée de Liam, la nuit où il a remporté le championnat régional de football américain. Il est là, au centre, souriant. Tenant un trophée doré, son visage lumineux sous les projecteurs du stade. Mes parents sont de chaque côté de lui. Rayonnant d'une fierté si féroce, qu'elle irradie littéralement du papier glacé. Et puis, il y a moi. Tout au bord du cadre. J'ai 14 ans. Je ne suis que membre maladroit et appareil dentaire. À moitié caché par l'épaule de quelqu'un, mon visage légèrement flou. Je n'étais pas une actrice de ce souvenir. J'étais juste une spectatrice floue, dans l'histoire de ma famille. J'ai passé en revue d'autres photos, chacune racontant la même histoire. Le 16e anniversaire de Liam. Une montagne de cadeaux aux emballages éclatants, empilés sur la table de la salle à manger. Un nouveau vélo, une console de jeux vidéo, des baskets de marque. Puis une photo de mon 16e anniversaire, un an plus tard. Moi, assise devant un simple gâteau au chocolat fait maison. Avec un livre que ma mère avait acheté en solde, dans une librairie. Je n'étais jamais la star. J'étais juste un second rôle, un figurant dans la superproduction de la vie de mon frère. Ces souvenirs n'étaient pas un joyeux film de famille. C'était une carte, traçant la géographie d'innombrables petites blessures. Un paysage de cicatrices, laissé par une vie entière à avoir été négligée. Mon esprit a dérivé vers l'été de mes 15 ans. J'avais trouvé un emploi pour servir des glaces, dans un salon du centre-ville. Pendant 2 mois, j'ai travaillé 5 jours par semaine. Les bras douloureux, mes vêtements perpétuellement collants, et imprégnés de l'odeur du sucre et des cornets gaufrés. J'ai économisé chaque euro, glissant l'argent dans une enveloppe cachée sous mon matelas. C'était pour un camp d'été scientifique, à l'université Duke. Une semaine de laboratoire de biologie et d'observation des étoiles, que je désirais plus que tout au monde. J'avais presque la somme nécessaire. Puis, une nuit, Liam s'est encore attiré des ennuis. Quelque chose impliquant la voiture d'un ami, et une boîte aux lettres. Il avait besoin de l'argent de la caution. Je me souviens des visages de mes parents, gravés d'inquiétude lorsqu'ils sont entrés dans ma chambre. Mon père n'arrivait pas à croiser mon regard. C'est ma mère qui a parlé. Les familles s'aident mutuellement, a-t-elle dit. La voix douce mais ferme, en prenant l'enveloppe dans ma cachette. Tu pourras aller au camp, l'année prochaine. Mais l'année prochaine, n'est jamais venue. L'argent n'a jamais été remboursé. Aucune excuse n'a jamais été offerte. Mon sacrifice, mon été durement gagné, a été simplement absorbé, dans la crise permanente qu'était mon frère. Ce fut une leçon brutale. Mes rêves étaient superflus. Mes efforts étaient une ressource à exploiter, pour le bien de l'enfant doré. C'était une injustice silencieuse et étouffante. Que j'ai ravalé, comme je le faisais toujours. Si vous savez ce que l'on ressent, quand votre travail acharné est pris pour acquis. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime pour montrer votre soutien. Et dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup que vous me parliez du premier vrai travail que vous avez eu. C'est amusant de voir à quel point, nous étions prêts à travailler dur. Juste pour ce premier avant-goût d'indépendance. Il est vrai que Liam avait l'habitude de me protéger, quand nous étions enfants. Il était plus grand, plus bruyant. Et il chassait les brutes, qui se moquaient de mes vêtements d'occasion. Il était mon héros à l'époque. Mais cette protection avait toujours un prix. Je devais rester dans son ombre. Mon rôle était d'être la petite sœur silencieuse et reconnaissante. Chacun de mes succès était immédiatement comparé au sien. Quand j'obtenais des appartous, la réponse était « C'est bien, chérie, mais Liam est tellement doué avec les gens. » La trahison ultime de mon rôle a eu lieu, lorsque je me suis engagé. Je pensais qu'il serait fier. Au lieu de cela, ma mère a pleuré. « Pourquoi ne peux-tu pas, simplement trouver un travail normal comme ton frère ?» a-t-elle sangloté. « C'est tellement dangereux. Ce n'est pas pour toi. » Ils ne voyaient pas de la force dans mon choix. Ils y voyaient un écart par rapport au scénario. Mon succès, mon indépendance, leur apparaissait comme un affront personnel. Un rejet de mon personnage de demoiselle en détresse. Ils m'avaient attribué le rôle de celle qui aurait toujours besoin de son grand frère pour la sauver. Assise là sur le sol de ma maison silencieuse. Le passé et le présent sont entrés en collision.
Les paroles manipulatrices de Chloé, l'exigence de Liam. Ce n'était pas un événement isolé. C'était un écho. La réverbération de toutes les fois où l'on m'avait dit que mes besoins passaient en second. De toutes les fois où j'avais dû me faire toute petite pour lui faire de la place. C'était le même schéma. Mais avec des enjeux plus importants. Cette fois, cependant, quelque chose était différent. Alors que j'étais assise dans le calme, une voix m'est revenue en mémoire. Ce n'était pas celle de ma mère ou de mon père. C'était la voix d'un psychologue, Jordan Peterson. Dans un podcast que j'avais écouté, lors d'un long trajet de retour d'un exercice d'entraînement. Ces mots étaient clairs et sans compromis. Prenez la responsabilité de votre propre vie. Vous ne pouvez pas changer les autres. Mais vous pouvez, vous changer vous-même. La phrase s'est posée sur moi, non pas comme un jugement, mais comme une clé, déverrouillant une porte dont j'ignorais l'existence. Responsabilité. Toute ma vie, ma responsabilité avait été définie pour moi. Sois une bonne fille. Sois une bonne sœur. Ne fais pas de vagues. Mais, quelle était ma responsabilité envers moi-même? J'ai réalisé à ce moment-là, que prendre la responsabilité de ma vie, signifiait aussi la défendre. Même contre les personnes, que j'étais censé aimer le plus. J'ai regardé mon reflet, dans le verre sombre d'un cadre photo. La femme qui me regardait, n'était pas une silhouette floue, sur le bord de la photo. C'était un soldat. Elle avait construit cette vie, cette forteresse, par ses propres moyens. Et une question, aiguë et terrifiante, a transpercé les années de silence. Sans lui comme soleil. Son ombre, existait-elle seulement? Le lendemain matin. L'obscurité derrière ma fenêtre, était encore totale, lorsque mon réveil a sonné à 5 heures. Il n'y a pas eu de débat. Pas de report d'alarme. Mes pieds ont touché le sol froid, et la journée a commencé, comme toujours. À 5h15, j'étais habillé. Et mon berger allemand, rangé, m'attendait près de la porte. Sa queue battant la mesure contre le mur. Nous avons couru nos 8 kilomètres habituels. Dans le calme d'avant l'aube de Fayetteville. Notre souffle, formant des volutes, dans l'air frais de Caroline du Nord. De retour à la maison. Chaque chose était à sa place. Mes chaussures de course, sont retournées sur leur étagère. Le café, préparé par la minuterie, embaumait. Et la maison, était un témoignage silencieux d'ordre, et de discipline. Cet endroit, n'était pas seulement une maison. C'était ma forteresse. Construite minutieusement, pour me protéger du chaos du monde. Et du chaos de mon propre passé. Alors que je me tenais, sous le jet brûlant de la douche. La question de la veille, est revenue. Vive et insistante. Sans lui comme soleil, son ombre existait-elle seulement? La réponse, ai-je réalisé, avait été forgée des années auparavant. Non pas dans une maison tranquille, mais dans le creuset impitoyable de la nature sauvage de la Caroline du Nord. Je ne m'étais pas engagé dans l'armée, par un sentiment aveugle de patriotisme. Je m'y étais engagé pour trouver un endroit, où la valeur se mesurait à l'action. Et non, à la lignée ou à l'ordre de naissance. Je m'étais engagé pour prouver, ne serait-ce qu'à moi-même, que la petite sœur de Liam Reed pouvait projeter sa propre foutue ombre. Mon esprit est retourné, vers l'enfer sur terre qu'est l'évaluation et la sélection des forces spéciales. L'ESFA. C'est un processus d'entretien de 24 jours. Conçu, pour vous briser. Je me souviens de la sensation de mes poumons, qui brûlaient, comme s'ils étaient remplis d'acide. Alors que je trimballais, un sac pesant près de 45 kilos. Sur une énième colline abandonnée de Dieu, au camp Macal. Ils appelaient l'un des parcours d'entraînement, le parcours Star. Une épreuve de navigation terrestre de plusieurs jours. Qui avait moins à voir avec les étoiles, qu'avec le fait de pousser son corps et son esprit à leurs limites absolues. Je me souviens des nuits sans sommeil, passées dans les bois. Les doigts engourdis. À essayer de résoudre des problèmes de navigation complexes. Alors que mon corps hurlait pour avoir du repos. Chaque pas exténuant, chaque moment de doute, était un choix. Alors que Liam avait toujours une eau par an pour lui déblayer le chemin. J'avais délibérément choisi le chemin le plus difficile que je puisse trouver. Et quelque part là-bas.
dans la boue. Et l'épuisement. Et la pression implacable. Je me suis trouvé. Pas la petite sœur de Liam. Pas la déception de la famille. J'étais la candidate Reed. Et dans ce monde-là, c'était la seule identité qui comptait. Le nom sur mon uniforme était un bouclier. Et la sueur, qui détrempait mon treillis, emportait la fille floue, au bord de la photographie. Il y a un moment gravé dans ma mémoire, qui a tout changé. Nous étions en train de faire un déplacement sur longue distance, vers la fin de l'entraînement. J'étais épuisé. Déshydraté. Et je m'étais gravement foulé la cheville, sur une pierre instable. Une douleur aiguë, fulgurante, a traversé ma jambe. J'ai pensé que c'était fini. J'ai pensé que j'allais devoir abandonner. Je me suis assise lourdement. Le poids du sac me clouant au sol. La tête qui tournait, face à l'échec. Puis, l'un des autres candidats. Un gars à qui j'avais à peine dit 2 mots depuis le début, s'est arrêté. Il est revenu vers moi. Il n'a rien dit. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il s'est simplement agenouillé. A détaché quelques-unes des pochettes de mon sac. Et les a attachées au sien. Ajoutant mon poids, à sa charge déjà écrasante. Il m'a juste regardé. A fait un seul signe de tête sec. Et s'est remis à marcher. Nous avons atteint le point d'arrivée ensemble. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris le sens du mot famille. Ce n'était pas une question de sang. Ce n'était pas une question d'histoire commune. Il s'agissait de la personne qui revient vers vous quand vous tombez. La personne qui prend votre fardeau, sans un mot. Simplement parce que c'est la chose à faire. C'était un serment tacite. Plus contraignant qu'aucune loi. C'était le cœur du credo des forces spéciales. J'allais plus tard devoir mémoriser la phrase qui dit « Je n'abandonnerai jamais un camarade tombé au combat ». Mon attention est revenue brusquement au présent. Lorsque mon téléphone a vibré, sur le comptoir de la cuisine. La vapeur de ma tasse de café, tourbillonnant autour de lui. Je l'ai pris. Un SMS de Liam. Tu y as réfléchi? Ne sois pas si égoïste, Ean. Égoïste. Le mot m'a frappé, comme un coup de poing. Moi. La femme qui avait sacrifié sa jeunesse. Qui avait poussé son corps, au-delà de ses limites. Qui avait volontairement mis sa vie en danger, dans des coins poussiéreux et oubliés du monde. J'étais traité d'égoïste par mon frère. Un homme dont le plus grand sacrifice était de décider quelle cravate porter pour son travail de concessionnaire automobile. Une colère froide et claire m'a submergé, éteignant les dernières braises de culpabilité familiale. Le débat était clos. Les lignes de front étaient tracées. Je n'étais plus seulement une sœur. J'étais un soldat. Et j'avais le devoir de défendre ma propre vie. Mon propre honneur. Le credo s'appliquait à moi aussi. Je ne laisserai pas cette camarade tomber au combat, derrière moi. J'ai supprimé son message, sans y répondre. Puis, j'ai ouvert un nouveau SMS. Mes pouces bougeant avec détermination. C'était pour Alex. Mon petit ami. Salut. Tu es libre pour dîner ce soir? Je prépare la tourte au poulet que tu aimes. J'ai cliqué sur envoyer. Dans le calme de ma forteresse. J'avais fait mon choix. Je me tournais vers la famille que j'avais construite. Et non vers celle, dans laquelle j'étais né. Alex est arrivé peu après 19h. Une bouteille de Cabernet de la Napa Valley à la main. Et un sourire qui a instantanément dénoué une tension, que je n'avais pas réalisé avoir dans les épaules. Au moment où j'ai ouvert la porte. La senteur chaude et savoureuse de ma tourte au poulet. Riche en thym et en romarin. Nous a enveloppés tous les deux. C'était l'odeur du réconfort. L'exact opposé de l'atmosphère stérile et cossue de ce restaurant. Ça sent incroyablement bon ici, a-t-il dit. En entrant et en posant le vin sur le comptoir. Il n'y avait aucune tension dans l'air. Aucun motif caché, sous la surface de notre conversation. Nous avons discuté facilement, pendant que je sortais le plat bouillonnant du four. Il m'a raconté une affaire ridicule sur laquelle il travaillait. Une série de vols de nains de jardin,
qui déconcertait son commissariat. Je lui ai parlé d'un nouveau simple soldat à la base, qui semblait incapable de distinguer sa gauche de sa droite. C'était normal. C'était simple. Mais Alex, avec son intuition d'inspecteur de police, a vu au-delà du calme soigneusement construit que je projetais. Je l'ai vu, à la façon dont ses yeux se sont attardés sur mon visage, une seconde de trop. À la façon dont il a gardé la conversation légère, sans jamais insister. Il créait un espace sûr, un périmètre de paix, et attendait que j'y entre. Quand je serais prête. Il a versé un verre du vin rouge profond pour nous deux. Sa présence était une encre tranquille et stable, dans la tempête qui avait fait rage en moi toute la journée. Pendant le dîner, l'histoire de la nuit précédente est finalement sortie. Je l'ai racontée sur le ton bref et professionnel d'un soldat, faisant un rapport après action. J'ai exposé les faits, le lieu, les participants, l'objectif, ma co-signature et les tactiques psychologiques employées. J'ai essayé de garder une voix égale. Mais un léger tremblement m'a trahi. Mes épaules s'affaissant juste assez pour laisser deviner le poids de tout cela. Alex a écouté sans m'interrompre. Il n'a pas proposé de solution ou de stratégie. Il ne m'a pas dit ce que j'aurais dû dire ou faire. Quand j'ai eu terminé, le silence s'est fait lourd, l'espace d'un instant. Puis, il a simplement tendu le bras à travers la petite table et a pris ma main. La sienne était chaude et forte, autour de la mienne. « Je suis désolé que tu aies eu à traverser ça, Ean, » a-t-il dit. Sa voix, douce mais claire. C'était tout. Aucun jugement. Aucune platitude. Juste une validation pure et simple. C'était plus puissant que 1000 mots de conseil. Plus tard, alors qu'il se tenait à côté de moi près de l'évier, m'aidant avec la vaisselle, il a repris la parole. Il essuyait une assiette avec un soin méthodique. Ses mouvements calmes et délibérés. « Tu sais, » a-t-il dit, les yeux baissés sur sa tâche. Dans mon métier, je vois plus de tragédies familiales que de n'importe quoi d'autre. Des trahisons à propos de testament. Des disputes à propos d'argent. Des parents manipulant leurs enfants. C'est la plus vieille histoire du monde. Tu n'es pas folle de ressentir ce que tu ressens. Et tu n'es pas seul là-dedans. Entendre cela. La confirmation que ma réaction était normale. Que je n'étais pas trop sensible, ou froide. A eu l'effet d'une soupape de pression, que l'on relâche. C'était la seule chose que ma propre famille ne m'avait jamais donnée. L'assurance que mes sentiments étaient valides. Alors que nous terminions tout juste. On a sonné à la porte. Je n'attendais personne. J'ai ouvert, pour trouver mon officier commandant. Le sergent-chef Miller, debout sur mon porche. Nous l'appelions au Sarge. C'était une montagne d'hommes. Avec un visage qui semblait taillé dans le granit. Et un comportement intransigeant, qui terrorisait les nouvelles recrues. Dans ses grandes mains calleuses, il tenait un plat, recouvert de papier aluminium. « J'ai entendu dire que tu étais de retour en ville, Reed, » a-t-il dit, avec son aboiement militaire bourru habituel. « Bienvenue chez toi. » Ses yeux ont glissé vers Alex, lui accordant un bref signe de tête en guise de reconnaissance. Madame Miller a fait trop de brownies. J'ai pensé que j'allais en déposer quelques-uns, en rentrant chez moi. Je savais que c'était une excuse. Madame Miller ne faisait jamais rien en trop. C'était ainsi que les soldats prenaient soin les uns des autres. Ce n'était pas par de longues discussions émotionnelles. C'était par l'action. C'était par la présence. C'était par un plat de brownies, un mardi soir. J'ai pris le plat. La chaleur traversant le papier d'aluminium, jusqu'à mes mains. Merci, Sarge. C'est vraiment gentil de ta part. Ne m'en parle pas, a-t-il grommelé, se retournant déjà pour partir. On se voit à 6 heures pour le sport, PT. Et sur ce, il était parti. Plus tard cette nuit-là. Longtemps après qu'Alex m'a embrassé pour me souhaiter bonne nuit. Et que le sergent Miller s'est sûrement endormi profondément. Je me suis assise seule, dans mon salon. La maison était à nouveau calme.
Mais cette fois, le silence était une couverture apaisante. J'ai pris une bouchée d'un des brownies. Il était riche et fondant. Encore légèrement tiède au centre. Et, à ce moment précis, l'incroyable et bouleversante vérité de tout cela m'est apparue. C'était ma famille. Ma véritable famille. C'était mon petit ami perspicace. Qui savait quand parler, et quand être simplement présent. Faisant la vaisselle à mes côtés. C'était mon commandant, dur à cuire. Qui montrait son inquiétude, avec un plat de pâtisserie faite maison. C'était mon frère d'armes. Qui m'avait soulagé du poids de mon sac à dos sans dire un mot. Au beau milieu d'une forêt, il y a des années. Une ligne de la Bible, que ma grand-tante avait l'habitude de me lire. M'est revenue en mémoire. Un proverbe, qu'elle avait fait broder au point de croix, sur un coussin. L'ami aime en tout temps. Et un frère aîné, pour le jour de la détresse. Mon frère n'était pas Liam. Mes frères étaient les hommes et les femmes. Qui étaient restés à mes côtés quand ça comptait. Ils étaient les ancres qui me maintenaient stable dans l'ouragan. Le contraste brutal et douloureux, entre la chaleur inconditionnelle, que je ressentais dans cette maison, et la froideur calculatrice de mes propres parents, me faisait mal au cœur. Mais sous la douleur, il y avait une nouvelle force, inébranlable. Je savais avec une certitude absolue. Pour quelle famille, j'allais me battre. La paix, fut de courte durée. Une forteresse peut résister à un siège. Mais elle ne peut pas arrêter les signaux qui voyagent dans l'air. L'attaque, lorsqu'elle est arrivée, n'était pas un assaut frontal. C'était une insurrection. Une campagne de guerre psychologique. Menée à travers le seul appareil, que je ne pouvais pas simplement éteindre. Mon téléphone. Quelques jours après ma soirée tranquille, avec Alex et le sergent. L'opération de Liam et Chloé a commencé. Ça a commencé, par un SMS de mon frère. Chloé pleure depuis 2 jours, à cause de toi. J'espère que tu es contente. Tu es en train de détruire notre famille. J'ai lu les mots, et j'ai ressenti une fatigue familière et résignée. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, un autre message. Une photo d'une maison. Clairement une capture d'écran, d'un site immobilier. Avec la légende, ça devait être notre avenir. Merci de l'avoir détruit. Comme le SMS est resté sans réponse, les appels téléphoniques ont commencé. C'était Chloé cette fois-ci. Sa voix, rendue épaisse par des larmes artificielles. Je ne comprends pas pourquoi tu nous détestes tant, sanglotait-elle au téléphone. Nous sommes une famille. La famille est censée être là les uns pour les autres. Chaque appel, chaque message, était une munition à guidage de précision. Visant directement le complexe de culpabilité, qu'ils avaient passé toute une vie, à construire en moi. C'était une stratégie que je reconnaissais. Dans l'armée, nous avons la formation serrée. Survie, évasion, résistance, et évasion. On vous y apprend à reconnaître, et à résister aux techniques de manipulation psychologique. L'isolement, l'exploitation de vos loyautés, l'induction de la peur et de la culpabilité. Ma famille, s'est avérée être des interrogateurs nés. Avec le détachement glacial d'un soldat analysant une menace. J'ai fait la seule chose logique à faire. J'ai bloqué leurs 2 numéros. Silence. Pendant une journée, ma forteresse fut à nouveau sécurisée. Mais j'avais sous-estimé mon adversaire. Il connaissait mes défenses. N'ayant pu percer mon périmètre, ils ont fait appel à un soutien aérien. Ils ont déployé leur arme ultime. Mes parents. Ma mère a appelé en premier. Sa voix était un tremblement nerveux. Ma chérie. Qu'est-ce que tu fais? Liam a appelé. Il est tellement contrarié. Il a dit que tu le méprisais. Parce qu'il n'a pas aussi bien réussi que toi. Comment as-tu pu être aussi cruel, avec ton propre frère? J'ai essayé d'expliquer les réalités financières. L'irresponsabilité de tout cela. Mais mes mots n'étaient que du bruit pour elle. Elle n'écoutait pas ma logique. Elle réagissait au récit de Liam. L'enfant doré souffrait. Et c'était la faute de l'ombre. Ensuite, mon père a appelé. Ce fut celui-là qui m'a vraiment blessé.
J'avais toujours respecté mon père. C'est lui qui m'avait appris la valeur de l'argent. L'importance d'une bonne cote de crédit. La fierté d'être indépendant. Sa voix au bout du fil n'était pas en colère. C'était pire. Elle était lourde de déception. J'ai appris à vous, les enfants, à veiller les uns sur les autres, a-t-il dit. Son ton, bas et blessé. Ton frère a besoin de toi en ce moment. Oh, Ean. Tout ce qu'il a jamais fait, c'est essayer de te protéger. Ne laisse pas l'argent entraver ce qui est vraiment important. L'hypocrisie fut un coup physique. Les principes mêmes qu'il m'avait inculqués. Prudence, responsabilité, autonomie. Étaient maintenant rejetés, comme des défauts de caractère. Parfois, la famille est plus importante que les règles, Ean, a-t-il conclu. Ne sois pas si rigide. Sa déception était plus douloureuse qu'aucune accusation. Parce qu'elle frappait la partie de moi la plus profonde et la plus enfantine. La partie qui, encore après toutes ces années, voulait juste son approbation. L'escalade finale a eu lieu un samedi soir. Je rentrais tout juste de la salle de sport. Ressentant la douleur satisfaisante d'un entraînement intensif. Quand je l'ai vu. Un SUV Lexus argenté. Celui de Chloé, bien sûr. Garé dans mon allée. Sur ma place de stationnement. Ils avaient conduit, pendant 2h30, depuis Charlotte, jusqu'à Fayetteville. Sans s'annoncer. Ma forteresse avait été franchie. Liam et Chloé sont sortis de la voiture, à mon approche. Ils n'avaient pas l'air d'être là, pour une conversation. Ils avaient l'air d'être là, pour recouvrer une dette. Leur visage était fermé, sombre et déterminé. Nous devons parler, Ean. Tout de suite. Liam ne faisait pas une demande. Il donnait un ordre. Ils m'ont suivi jusqu'à ma porte d'entrée. Leur présence était une violation de l'unique endroit sur Terre où je me sentais vraiment en sécurité. Ils n'avaient pas respecté mon espace. Mon temps. Ni les limites que j'avais essayé d'établir. La conversation à l'intérieur fut courte et brutale. Ce n'était pas une discussion. C'était une confrontation. Je me tenais dans mon propre salon. Mon sac de sport toujours sur l'épaule. Et j'ai calmement répété ma position. Je ne vais pas co-signer, ai-je dit. La voix égale. C'est un risque financier trop important, pour vous deux. Et, ce n'est pas un risque que je suis prête à assumer. Chloé a laissé échapper un rire court et sec. C'était un son plein de mépris. Un risque, s'est-elle moquée. En regardant mon modeste et soigné intérieur. Comme si, c'était un taudis. Ou alors. As-tu simplement peur que nous ayons une vie meilleure que la tienne? Peur que ton grand frère puisse enfin avoir quelque chose dont il puisse être fier? Quelque chose qui ne tourne pas qu'autour de toi et de ta carrière militaire? Ces mots. Si pleins de venin. Ont balayé les derniers vestiges de leur faux semblant. Il ne s'agissait pas de la famille. Il s'agissait d'envie. Sa cruauté a été l'étincelle dont Liam avait besoin. Son visage, qui avait été pâle et tendu, est devenu rouge sombre. Il a fait un pas vers moi. Son doigt pointe en l'air. À quelques centimètres de mon visage. Tu as changé, Ean, a-t-il craché. Sa voix, tremblante de rage. L'armée t'a transformé en une sorte de robot sans cœur. Tu ne te soucies plus de personne d'autre que de toi-même. J'ai tenu ma position. Je n'ai pas tressailli. Je l'ai juste regardé. L'étranger, qui portait le visage de mon frère. Le silence qui a suivi. Était électrique. Finalement. Voyant qu'il ne pouvait pas me briser. Son visage s'est tordu en une grimace hideuse. Tu vas le regretter, a-t-il chuchoté. Les mots étaient une promesse basse et glaçante. Ils se sont retournés et sont sortis en trombe, claquant la porte derrière eux. Le bruit a résonné dans le silence soudain et assourdissant de ma maison. Je suis resté là pendant un long moment, le calme tintant à mes oreilles. L'air était lourd, des résidus de leur haine. Et j'ai su. Avec la certitude froide d'un soldat, qui vient d'entendre le clic d'une arme.
La menace de Liam planait dans l'air, bien après son départ. Un nuage toxique, qui s'était abattu sur ma forteresse. Et refusait de se dissiper. Je connaissais mon frère. Je connaissais son caractère colérique, sa faiblesse. Son besoin désespéré de gagner à tout prix. Mais même moi, je n'étais pas préparé à la lâcheté de son prochain geste. Le coup de grâce. Celui qui a brisé la dernière once de loyauté que je conservais. N'était pas une confrontation directe. C'était un coup de poignard dans le dos. Porté par la voix douce et inquiète de ma tante. Elle a appelé quelques jours plus tard. Chérie, c'est tante Carole, a-t-elle commencé. Sa voix teintée d'une compassion prudente et hésitante. Je parlais juste à Chloé, et elle a mentionné que tu traversais une période difficile depuis ton dernier déploiement. Elle a dit que tu étais un peu paranoïaque. Ma chérie, est-ce que ça va? As-tu besoin de quelque chose? Je suis resté complètement immobile. Le téléphone, froid contre mon oreille. Le monde s'est réduit à un point unique de rage glaciale. Il ne s'était pas seulement attaqué à mes finances. Il ne s'était pas seulement attaqué à ma personnalité. Il s'était attaqué à mon honneur. Ils utilisaient le syndrome de stress post-traumatique, SSPT. La blessure invisible, qui hantait tant de mes frères et sœurs d'armes. Pour me discréditer. Pour me dépeindre comme instable. C'était l'acte de cruauté le plus abject et le plus calculé que je puisse imaginer. Ils essayaient de détruire ma carrière. Ma santé mentale. Mon identité même, de soldat. C'était tout. Le temps de la retenue était révolu. La colère s'est transformée en action. Mon entraînement a pris le relais. Dans une situation de combat, on n'agit pas en fonction de suppositions. On agit sur la base de renseignements. Je ne ferai plus confiance à un seul mot venant de ma famille. Je suis allé vers mon ordinateur portable. Mes mouvements étaient précis et économes. J'ai payé une petite somme à un service de vérification des antécédents en ligne. Un de ces sites qui peut extraire des dossiers publics en quelques clics. J'ai entré le nom et la date de naissance de Liam. Et j'ai attendu que la barre de progression avance sur l'écran. La vérité qui s'est affichée sur mon moniteur était bien plus laide que je ne l'avais imaginé. Ce n'était pas juste un mauvais crédit. C'était un véritable désastre. Des cartes de crédit, avec des plafonds atteints. Des jugements de tribunaux, pour des dettes impayées. Et le pire de tout. Une série de prêts sur salaire, à taux d'intérêt élevés. Il n'était pas seulement fauché. Il se noyait. Il était pourchassé. La maison de rêve n'était pas un investissement pour l'avenir. C'était une combine désespérée et folle. Pour utiliser la valeur d'un prêt de la VA, vétéran à faire. Pour rembourser des usuriers. Avant qu'ils ne lui brisent les jambes. Il ne s'agissait pas de construire une vie. Il s'agissait de sauver sa peau. Ce soir-là. Alors que j'essayais de digérer l'ampleur même de sa tromperie. Mon téléphone a sonné. C'était Liam. Sa voix était frénétique, étouffée par la panique. Il faut que tu m'aides. Chloé est partie. Elle a fait un sac et elle est partie. Je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin de te parler. S'il te plaît. Mon cœur, contre toute logique. C'est serré. Pendant une fraction de seconde, le soldat endurci a disparu. Et, je n'étais plus que la petite sœur, entendant la terreur dans la voix de son grand frère. Aussi fort que je le détestais à ce moment-là. L'instinct d'aider était enfoui au plus profond de mon ADN. D'accord, ai-je dit. Ma voix, tendue. Viens. Ce fut une erreur fatale. Il est arrivé, 1 heure plus tard. Sentant le bourbon. Il n'était pas bouleversé. Il était agressif. Il a trébuché en entrant chez moi. Ne cherchant pas du réconfort. Mais, cherchant la bagarre. C'est tout de ta faute, a-t-il hurlé. Ces mots, se mélangeant. C'est toi qui as fait ça. Tu l'as repoussé. Avec tes grands airs. Tu as ruiné ma vie. Mon entraînement à la désescalade s'est enclenché.
J'ai gardé ma voix calme et basse. J'ai gardé mes distances. Liam. Tu es ivre. Il faut que tu te calmes. Laisse-moi te chercher, un peu d'eau. J'ai essayé de le guider vers le canapé, espérant l'amener à s'asseoir, pour contenir la situation. Et c'est là que le piège s'est refermé. C'est ce moment de compassion. Ma dernière et folle tentative d'être sa sœur. Qu'il a exploité. Je lui ai tourné le dos, l'espace d'une seconde. Pour aller à la cuisine, et lui chercher un verre d'eau. Dans cette fraction de seconde de vulnérabilité, il a agi. Sa rage n'était pas qu'une impulsion d'ivrogne. Elle était calculée. Il s'est précipité vers la bibliothèque, attrapant le lourd trophée de football en métal. De mon championnat au lycée. Un trophée qu'il m'avait aidé à gagner. Un symbole de la seule fois dans nos vies où nous avions vraiment été une équipe. J'ai entendu le souffle de l'air derrière moi. Et j'ai commencé à me retourner. Mais c'était trop tard. Il l'a balancé de toutes ses forces. Un coup vicieux, à deux mains. Le métal a percuté le côté de ma tête, avec un craquement écœurant. Le monde a explosé dans un éclair de douleur blanche. Puis, le trou noir s'est fait, alors que je m'effondrais sur le sol. À travers les bourdonnements dans mes oreilles. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. J'ai cligné des yeux, essayant de dissiper les taches noires de ma vision. Chloé est entrée. Son visage était un masque de froide composition. Il n'y avait aucune surprise. Aucune inquiétude. Son sac à main était toujours sur son épaule. Elle avait attendu, dans la voiture. Tout cela avait été un coup monté. Elle m'a regardé. Gisant en tas, sur mon propre sol. Puis, ses yeux ont glissé vers Liam. Qui se tenait, au-dessus de moi, haletant. Le trophée, toujours à la main. Son expression en était une, de pure indifférence reptilienne. Elle a poussé ma jambe, du bout de sa chaussure chère. Comme pour vérifier, si j'étais un déchet, qu'elle devait enjamber. Tu aurais juste dû signer les papiers du prêt, a-t-il dit. Sa voix, aussi plate et morte, qu'une tonalité de téléphone. C'était à ce moment-là que la guerre a véritablement commencé. Si vous pensez que personne ne devrait jamais avoir à subir une trahison comme celle-ci, cliquez sur le bouton j'aime pour montrer votre soutien. Et, dans les commentaires ci-dessous, tapez simplement le mot justice. Si vous êtes prêt à voir comment un soldat riposte. Gisant sur le sol en bois dur. Avec le goût cuivré du sang dans la bouche. Et un feu d'artifice de douleur explosant derrière mes yeux. Je n'ai pas paniqué. Mon entraînement a fendu le chaos. La panique est un luxe que l'on ne peut pas s'offrir quand on est en position de faiblesse. Mon corps était un système. Et j'en étais l'opérateur. Effectuant une évaluation rapide des dommages. Le point d'impact sur ma tête saignait abondamment. Suggérant une lacération du cuir chevelu. Les étourdissements et les bourdonnements dans mes oreilles pointaient vers une commotion cérébrale. Une douleur fulgurante, dans mon épaule gauche, m'indiquait qu'elle était probablement luxée. J'étais blessé, mais opérationnel. Mon premier instinct n'a pas été de crier à l'aide. Il a été de préserver l'intégrité de la scène de crime. De mon bras valide. Je me suis poussé vers l'arrière, traînant mon corps, loin de la zone immédiate de l'attaque. Je ne voulais pas que mes mouvements effacent une empreinte. Ou modifient la position de la lampe tombée. Chaque détail constituait désormais une preuve. Ce n'est qu'ensuite que j'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas composé le 911, les urgences. Dans une situation comme celle-ci, un répartiteur civil poserait trop de questions. Des questions auxquelles je n'avais pas le temps de répondre. J'ai composé le numéro de la seule personne en qui j'avais confiance. Pour gérer la scène, avec une précision tactique. Alex. Il a répondu à la première sonnerie. Mon rapport a été aussi net et concis qu'une communication sur le champ de bataille. Alex. Je suis chez moi. J'ai été agressé. L'arme était un trophée en métal. L'agresseur était Liam.
Il y a eu une demi-seconde, de silence stupéfait. Puis l'inspecteur en lui, a pris le relais. Ok, bon. Sont-ils toujours là? Négatif. Ils ont évacué les lieux. Es-tu en sécurité? Affirmatif. Mais, je suis blessé. Blessure à la tête, possible luxation. J'arrive dans 5 minutes, a-t-il dit. Sa voix, maintenant dangereusement calme. J'envoie une unité, et une ambulance. Ne touche à rien. C'est compris. Compris, ai-je dit. Et la ligne a été coupée. J'ai laissé ma tête reposer, contre le sol frais. J'ai fermé les yeux, et j'ai commencé, à contrôler ma respiration. La victime en moi, hurlait. Mais le soldat, avait pris les commandes. Fidèle à sa parole. La voiture banalisée d'Alex, a crissé des pneus en s'arrêtant devant la maison. Avant même que les sirènes de l'ambulance, ne soient audibles. Lui et son partenaire, ont franchi la porte. Leurs armes dans l'étui, mais les mains prêtes. Le visage d'Alex, était un masque de professionnalisme. Mais ses yeux, brillaient d'une fureur froide. Que je n'avais jamais vu auparavant. Il m'a jeté un seul regard. Puis un regard au trophée, gisant sur le sol. Et sa mâchoire s'est contractée. Pendant que son partenaire, commençait à sécuriser les lieux. Alex s'est agenouillé près de moi. Ses mouvements doux. Les secouristes, sont presque là, a-t-il dit doucement. Son regard assimilait chaque détail. Le sang qui emmêlait mes cheveux. L'angle anormal de mon épaule. C'était un inspecteur qui collectait des faits. Mais c'était aussi l'homme que j'aimais. Qui cataloguait mes blessures. À l'hôpital. Après qu'ils eurent remis mon épaule dans son logement, et posé 7 points de suture sur mon cuir chevelu. Alex est entré, dans ma chambre. Il avait l'air épuisé. Mais il tenait, un petit carré de plastique blanc à la main. La carte mémoire. Il l'a brandie. Elle enregistrait encore, a-t-il dit. Il m'a fallu un instant pour comprendre. Il parlait de la petite caméra pour animaux de compagnie. Qu'il m'avait offerte, quelques mois plus tôt. Après que la voiture d'un voisin, avait été fracturée. Un petit cube. Que j'avais posé sur l'étagère de la bibliothèque. Pour garder un œil sur Rangé, quand j'étais absente. Et que j'avais ensuite, promptement oublié. Il était pointé, directement sur l'endroit où j'étais tombé. J'ai retiré la carte, dès que les lieux ont été sécurisés, a-t-il dit, d'une voix lugubre. Nous avons tout, Ean. Absolument tout. Les nouvelles vont vite, dans la communauté très soudée, des forces spéciales. C'est un cercle fermé. Bâti sur une fondation de confiance absolue. Quelques heures plus tard, la porte de ma chambre d'hôpital s'est ouverte. C'était le sergent Miller. Suivi de 2 autres membres de mon équipe, Rodriguez et Bishop. Ils n'avaient pas apporté de fleurs, ou de ballons. Ils avaient apporté 3 tasses de café noir et boueux, du distributeur automatique de l'hôpital. Et une aura, de solidarité inébranlable. Ils se sont déplacés, avec une résolution silencieuse. Tirant des chaises. Créant, un périmètre silencieux et redoutable, autour de mon lit. Ils n'ont pas demandé ce qui s'était passé. Ce n'était pas nécessaire. Dans leur monde, les détails pouvaient attendre. La seule chose qui comptait, c'est que l'un des leurs, était à terre. Le sergent m'a tendu un café. Son expression, toujours aussi indéchiffrable. Il m'a juste regardé, pendant un long moment. Ses yeux évaluant mon état. Avec le regard exercé, d'un commandant qui avait vu ses soldats, traverser bien pire. Finalement, il a prononcé, une seule phrase. Concentre-toi juste sur ta convalescence, Reed, a-t-il dit. Sa voix, un grondement grave. Tout le reste. On s'en occupe. Et c'est ça, qui m'a brisé. Pas la trahison. Pas la douleur. C'était la loyauté. Le contraste saisissant et puissant. Entre le frère, qui avait essayé de me briser. Et ses frères, qui étaient venus construire, un mur autour de moi. Des larmes que je ne savais même pas être là. Ont commencé à couler sur mon visage. Chaude et silencieuse. Quelques jours plus tard, j'étais de retour dans ma forteresse. Le bras en écharpe.
Une douleur sourde et constante, palpitant dans ma tête. Mais mon esprit était clair. La mission était définie. La devise des forces spéciales est de oppresso liber. Pour libérer les opprimés. Cette fois, c'était moi qui avais besoin d'être libéré. Et, j'allais devoir me libérer moi-même. Alex et moi avons transformé la table de ma salle à manger en centre de commandement. Nous ne montions plus seulement un dossier pour agression. Nous construisions une opération sur tous les fronts. Notre arsenal de preuves était redoutable. Pièce à conviction A. La vidéo de la caméra pour animaux. Montrant l'attaque non provoquée. Et l'arrivée de sang-froid de Chloé. Pièce à conviction B. La vérification des antécédents que j'avais effectués. Détaillant les dettes de jeu de Liam et ses emprunts abusifs. Pièce à conviction C. Un registre complet. Des SMS menaçants et manipulateurs de Liam et de Chloé. Pièce à conviction D. Alex, utilisant ses ressources policières, avait identifié les usuriers avec lesquels Liam était empêtré. Cela dressait le portrait d'un homme si désespéré qu'il était prêt à tout pour obtenir de l'argent. Nous avons tout exposé, pièce par pièce. La demande initiale d'argent. La campagne de pression psychologique. L'escalade. L'agression physique préméditée. Ce n'était pas une dispute familiale qui avait dégénéré. C'était une conspiration. Le palais de justice du comté de Quimberland était un bâtiment de marbre et de bois sombre poli, froid et imposant. Conçu pour inspirer la solennité et le respect. Il sentait le vieux papier et la cire à parquet. Lorsque j'ai franchi les lourdes doubles portes de la salle d'audience, l'air a semblé se modifier, devenant lourd d'un silence tendu et stérile. J'étais habillé pour le combat, un tailleur bleu marine parfaitement coupé, et un chemisier blanc impeccable. Mon bras gauche était toujours en écharpe. Un témoignage visible et indéniable, de la raison de notre présence ici. Je n'ai pas regardé Liam et Chloé, qui étaient recroquevillés à la table des accusés, avec leur avocat. L'air pâle et recroquevillé, sous l'éclairage fluorescent. Je n'ai pas regardé mes parents. Assis au deuxième rang, dans le public. Je pouvais sentir leurs yeux posés sur moi. Je pouvais percevoir leur énergie troublée, le cœur brisé. Mais je ne pouvais pas croiser leur regard. Le faire aurait été reconnaître un lien qui n'existait plus dans cette salle. Ce n'était pas une réunion de famille. C'était un théâtre de guerre, et j'étais là pour présenter les faits. Alors que je me dirigeais vers la barre des témoins, une citation de feu la juge de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, a résonné dans mon esprit. Quelque chose que j'avais lu, il y a longtemps. Battez-vous pour les choses qui vous tiennent à cœur. Mais faites-le d'une manière qui amènera les autres à vous rejoindre. C'était ça ma méthode. Pas avec la rage, mais avec la vérité. Quand ce fut mon tour de témoigner, j'ai avancé avec un calme exercé. J'ai prêté serment. Ma voix ferme, alors que je promettais de dire toute la vérité et rien que la vérité. La procureure adjointe, une femme vive et expéditive, du nom de Madame Davis, a commencé son interrogatoire. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai livré mon témoignage. De la même manière que je livrerai un rapport après action. Avec clarté, précision et une concentration inébranlable sur les faits objectifs. J'ai décrit le dîner au restaurant de grillade. La mise en scène soigneusement construite d'une famille heureuse. J'ai raconté la campagne d'appels et de SMS qui a suivi. La pression psychologique, conçue pour me briser. J'ai décrit leur arrivée à l'improviste chez moi. La violation de mon sanctuaire. L'avocat de Liam. Un homme mielleux, dans un costume bon marché. Essayait sans cesse de m'interrompre. Objection, votre honneur, disait-il. Ceci est une simple dispute familiale. Ça n'a aucun rapport avec l'inculpation. À chaque fois, le juge rejetait son objection. Après l'une de ces objections, j'ai fait une pause. Je n'ai pas regardé l'avocat. Je n'ai pas regardé le juge. J'ai regardé directement les 12 hommes et femmes dans le box des jurés. Un groupe de citoyens ordinaires. Des bibliothécaires. Des mécaniciens. Et des professeurs d'école.
Dans l'armée, ai-je dit. Ma voix traversant le silence de la salle. Nous avons un terme pour ce genre de comportement. Nous appelons cela une escalade de l'hostilité. C'est une série d'actions délibérées et calculées, conçues pour provoquer une réaction et affaiblir une cible avant une attaque. Un murmure de compréhension a parcouru le box des jurés. Je venais de leur fournir un cadre de référence. Ce n'était pas une querelle d'argent. C'était une opération planifiée. Mais l'attaque la plus venimeuse est venue de l'avocat de Chloé. Pendant son contre-interrogatoire, il s'est approché de moi, avec un air de sympathie feinte. « Capitaine Reed, a-t-il commencé ?» Sa voix suintant de condescendance. « Vous êtes un béret vert. Est-ce exact? Vous avez servi lors de multiples déploiements au combat. » « Oui, ai-je répondu. » Les yeux rivés sur les siens. « Et diriez-vous que ces expériences peuvent être stressantes, voire traumatisantes? » L'expérience de tout soldat peut être stressante. Oui. Et n'est-il pas vrai, a-t-il poursuivi en se penchant en avant, qu'il n'est pas rare que les soldats de retour de tels environnements souffrent de, disons, une perception altérée des événements? Qu'ils interprètent mal une situation? Voire qu'ils fassent preuve de paranoïa. Le voilà. La stratégie lâche et désespérée, que nous savions imminente. La tentative d'utiliser mon service, mon honneur, comme une arme contre moi. Toute la salle d'audience a retenu son souffle. Je n'ai pas tressailli. Non, ai-je dit. Ma voix froide comme de la glace. Ma perception est parfaitement claire. C'est à ce moment-là que Madame Davis s'est levée. Votre honneur, a-t-elle dit. Sa voix, résonnant avec autorité. L'accusation souhaite présenter la pièce à conviction A. Les lumières de la salle d'audience se sont légèrement tamisées. Et un grand écran s'est allumé en grésillant. Un murmure collectif a parcouru la pièce. Et puis, elle était là. L'œil silencieux et impitoyable de la caméra pour animaux de compagnie, diffusant la vérité aux yeux de tous. La vidéo était d'une clarté glaçante. L'écran montrait la dispute. Le visage de Liam, contorsionné par la rage. Il m'a montré en train de me détourner. Le bref moment fatal, où j'ai tenté de calmer le jeu. Il l'a montré bondissant vers le trophée. Son mouvement violent. Et l'impact brutal et écœurant. Un hoquet collectif a retenti dans la salle d'audience. Alors que mon corps s'effondrait sur le sol. Mais le pire restait à venir. La vidéo a montré la porte s'ouvrir, et Chloé entrer. Son expression, totalement dépourvue de choc ou d'inquiétude. Elle a capturé son approche froide et indifférente. Et bien que le son soit faible, les lecteurs labiaux du jury n'avaient pas besoin d'être des experts pour comprendre les dernières paroles cruelles qu'elle a prononcées. En regardant ma silhouette brisée. Tu aurais juste dû signer les papiers du prêt. La comédie était terminée. La vérité était révélée. Depuis le public. J'ai entendu un sanglot étouffé et déchirant. C'était ma mère. C'était le son d'un cœur qui se brisait. Alors que l'illusion, si soigneusement construite, de son fils parfait, se volatilisait en 1 million d'éclats. Liam s'est affaissé sur sa chaise. Le visage enfoui dans ses mains. Chloé fixait l'écran. Le visage livide. Leurs mensonges avaient été incinérés, par la lumière crue et indéniable, de la réalité. Le juge a prononcé une suspension d'audience. C'était fini. Face aux preuves irréfutables. Liam et Chloé n'avaient pas le choix. Ils ont accepté de plaider coupable. Lors de la reprise de l'audience. Le verdict n'était plus qu'une formalité. Liam a été reconnu coupable d'agression criminelle, avec une arme mortelle. Chloé, pour son rôle dans la conspiration, et sa présence sur les lieux, a été reconnue coupable de complicité. Ils allaient tous les deux en prison. Pendant que le juge lisait la sentence. J'attendais de ressentir un sentiment de triomphe. De victoire. Mais il n'est jamais venu. À la place. Ce qui m'a envahi. C'est un sentiment, profond et lourd,
de libération. J'avais l'impression qu'un poids énorme et écrasant que je portais sur mes épaules toute ma vie. Un poids dont je ne mesurais même pas l'ampleur réelle avait enfin été enlevé. Le brouhaha dans ma tête. La quête permanente de validation. Le combat pour être vu. Tout s'est simplement arrêté. Je me suis levé. J'ai fait un léger hochement de tête formel à Madame Davis. Et puis, je me suis retourné, et j'ai quitté la salle d'audience. Je n'ai pas regardé Liam ou Chloé. Je n'ai pas regardé mes parents en larmes. J'ai simplement marché. La tête haute. Mon écharpe, comme une médaille d'honneur. Dans les jours qui ont suivi le verdict, je m'étais attendu à ressentir un sentiment d'euphorie. La satisfaction du vainqueur. Mais il n'y en a eu aucune. Au lieu de cela, un silence profond et vide est tombé sur ma vie. Ma forteresse. Autrefois un bouclier contre le chaos du monde, ressemblait maintenant à une pièce insonorisée. Amplifiant, un vide qui était en quelque sorte plus bruyant que tous les cris et les menaces ne l'avaient jamais été. Le téléphone ne sonnait plus. Avec les supplications de ma mère, ou les faux sanglots de Chloé. Ma boîte de réception était libérée des textos manipulateurs de Liam. La guerre était terminée. Mais j'étais laissé, seul sur un champ de bataille silencieux. Et dévasté. J'avais gagné. Mais le prix de cette victoire était l'anéantissement complet et total de ma famille d'origine. Alex a été mon ancre dans cette tempête silencieuse. Il n'a pas essayé de combler le vide par des platitudes joyeuses. Ou de me forcer à en parler. Il existait simplement à mes côtés. Il venait après son service. Et nous nous asseyions sur le porche, regardant le crépuscule de Caroline du Nord s'installer sur les pins. Sans dire un mot. Il préparait le café, le matin. Et laissait juste une tasse sur le comptoir, pour moi. Sa présence était une pression douce et constante. Me rappelant que je n'étais pas tout à fait seul. Qu'il restait un petit morceau de terre ferme dans ma vie. Il n'essayait pas de réparer ma douleur. Il partageait simplement l'espace qu'elle occupait. Une semaine après la condamnation, une lettre est arrivée. L'écriture sur l'enveloppe était celle de ma mère. Ma main tremblait en la saisissant. Une petite et folle lueur d'espoir s'est allumée dans ma poitrine. Peut-être que maintenant, après que l'indéniable vérité a été exposée, il y aurait des excuses. Une reconnaissance. Un rameau d'olivier. J'ai décacheté l'enveloppe. La lettre était courte. Ce n'était pas des excuses. Comment as-tu pu faire ça, à ton frère? Commençait elle. Notre famille est en ruine. Tout ça à cause de ton entêtement, et de ton besoin d'avoir raison. Nous espérons que tu es satisfaite. Il ne comprenait toujours pas. Ou peut-être, qu'il refusait de comprendre. Il ne voyait pas ma souffrance. Ma trahison. Ma blessure. Ils ne voyaient que leur propre perte. La perte de leur fils parfait. La destruction de l'image de leur famille. Et ils me blâmaient. De leur avoir tendu le miroir, qui leur montrait la vérité. J'ai lu la lettre une fois, puis deux. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même plus blessé. Tout ce que je ressentais était une lucidité froide et désolée. La porte que j'avais laissée entr'ouverte pour eux. La porte que je n'avais même pas réalisé maintenir ouverte. Venait de m'être claqué au nez, de l'autre côté. Je n'ai pas pleuré. Je suis sorti, sur le petit patio derrière ma maison. J'ai pris un bol à mélanger en métal, de la cuisine. Et j'ai placé la lettre à l'intérieur. J'ai gratté une allumette, et je l'ai jetée sur le papier. Les coins se sont recroquevillés, devenant noirs, avant de s'enflammer. J'ai regardé l'encre de leurs accusations. Leur blâme, leur aveuglement. Se transformer en cendres grises. Et s'envoler, porté par la douce brise du soir. Ce n'était pas un acte de colère. C'était un enterrement. Un dernier adieu, un fantasme auquel je m'étais accroché, beaucoup trop longtemps. Il me restait une dernière chose à faire. À la grande surprise d'Alex. Je lui ai annoncé que j'allais rendre visite à Liam en prison. Juste une fois.
Le parloir était un endroit stérile, et sans âme. Empreint d'une odeur d'antiseptique et de désespoir. Nous étions assis, de part et d'autre, d'une épaisse cloison en plexiglas. Parlant, dans des combinés téléphoniques grésillants. Il semblait diminuer. Plus mince, plus vieux. Avec le regard hanté et creux, d'un homme qui a tout perdu. Il n'a pas osé me regarder directement. Ses yeux restaient fixés, sur le comptoir. Il a marmonné, des excuses faibles et pathétiques. Une suite de mots, qui parvenaient encore à glisser, des justifications, sur l'influence de Chloé. Sur la pression, qu'il subissait. Sur la façon, dont les choses avaient simplement, dérapé. Mais je n'étais pas venu, pour entendre des excuses. Je n'étais pas venu, pour obtenir de lui qu'il tourne la page. J'étais venu pour la tourner, moi. J'ai pressé l'écouteur, contre mon oreille. Et j'ai attendu, qu'il termine. Lorsqu'il s'est enfin tu, sa voix mourant dans le silence. J'ai pris la parole. D'une voix calme et posée. Je te pardonne, Liam, ai-je dit. Sa tête s'est relevée d'un coup. Les yeux écarquillés par le choc. Je ne te pardonne pas, pour toi, ai-je continué. Ma voix, toujours stable. Je te pardonne, pour moi. Je te pardonne, pour pouvoir tourner la page. Pour ne pas avoir à porter ton poison en moi, le reste de ma vie. Mais nous avons fini. C'est la fin. J'ai regardé mon frère. Le héros de mon enfance. Le méchant de ma vie d'adulte. Pour la toute dernière fois. Puis, je me suis levé. J'ai remis l'écouteur, sur son socle. Et je me suis éloigné, sans me retourner. Sur la route du retour, j'ai ressenti un épuisement profond. Jusqu'à la moelle des os. Mais aussi, une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. La dernière encre qui me rattachait à mon passé, venait d'être coupée. J'étais à la dérive, mais j'étais libre. Mais alors que les jours, se transformaient en semaines. Une nouvelle question, troublante. Commençait à s'immiscer, dans le silence. Et maintenant? La mission était terminée. L'ennemi était vaincu. Mais que fait un soldat, quand la guerre est finie? Je me suis retrouvé, assise devant mon ordinateur portable, tard dans la nuit. Cherchant sans but, quelque chose. Une réponse. Une direction. Je suis tombé, sur une vidéo d'une conférence, du docteur Edith Heger. Une psychologue, survivante de l'Holocauste. C'était une vieille femme. Petite et frêle. Mais sa voix, était empreinte d'une force inébranlable. Elle a parlé de ses expériences horribles. Mais elle a aussi parlé, du pouvoir de choisir. Et puis, elle a dit quelque chose, qui a transpercé l'engourdissement. Dont je m'étais enveloppé. Nous ne pouvons pas choisir, d'avoir une vie sans douleur, a-t-elle dit. Ses yeux doux, regardant directement dans la caméra. Mais nous pouvons choisir, d'être libres. D'échapper au passé, peu importe, ce qui nous arrive. Nous pouvons choisir d'être des victimes, ou nous pouvons choisir, d'être des survivants. Et alors que j'écoutais cette femme, qui avait survécu, au pire de l'humanité, j'ai enfin commencé, à pleurer. Non pas des larmes de douleur, ou de colère. Mais des larmes, d'une libération profonde, et cathartique. Elle avait raison. Je ne pouvais pas changer, ce que Liam avait fait. Je ne pouvais pas effacer, les années passées dans l'ombre. Mais je pouvais choisir, le sens à donner à tout cela. Je pouvais choisir, ce que je ferais des conséquences. J'ai regardé mon reflet. Sur l'écran sombre de mon ordinateur portable. La cicatrice sur ma tempe, n'était plus qu'une fine ligne argentée, à présent. Un rappel permanent, de la guerre. Ce n'était pas une marque de honte. Ce n'était pas un signe de faiblesse. C'était la preuve, que j'avais été blessé. Oui. Mais que je n'avais pas été détruite. C'était la preuve, que j'avais survécu. Et au-delà. La question qui avait résonné dans le silence de ma maison. Comment transforme-t-on une cicatrice en une force? N'était pas une question à laquelle je pouvais répondre du jour au lendemain. La réponse ne m'est pas venue d'un livre, ou d'une révélation soudaine. Elle s'est construite, morceau par morceau. Au cours de l'année suivante. 1 an plus tard.
La fine ligne argentée sur ma tempe n'était plus qu'une partie de moi. Pas plus remarquable qu'une tache de rousseur. Elle ne me faisait plus souffrir, avec le souvenir de l'impact. Au lieu de cela, elle était devenue un rappel silencieux. L'aiguille d'une boussole. Qui m'avait mise, sur un nouveau cap. J'avais trouvé ma réponse. On transforme une cicatrice en une force, en l'utilisant comme une carte. Pour aider les autres, à naviguer dans leur propre territoire dangereux. Ma douleur était devenue mon objectif. J'ai vu, avec la clarté d'un soldat, à quel point les jeunes militaires sont vulnérables. En particulier face à la manipulation financière, de la part des personnes, en qui ils ont le plus confiance. On leur apprend à avoir une loyauté sans faille. À faire passer l'équipe avant eux-mêmes. Mais personne ne leur apprend à construire une forteresse autour de leur propre vie. De leurs propres finances. De leur propre bien-être. Alors, avec les conseils du sergent Miller. Et l'aide logistique, de quelques gars de mon équipe. J'ai lancé une petite association à but non lucratif. Nous l'avons appelée le registre de l'opérateur. Notre mission était simple. Proposer des ateliers gratuits et sans blabla, sur l'éducation financière et les limites personnelles. Aux soldats de Fort Bragg. Nous leur avons appris comment lire un contrat. Comment repérer un prêt abusif. Comment dire non à un membre de la famille. Sans avoir l'impression d'être un traître. Nous leur avons fourni l'armure dont nous savions qu'ils auraient besoin. Non pas pour le champ de bataille à l'étranger. Mais pour celui qu'ils pourraient affronter de retour au pays. Un après-midi. Je me tenais devant une classe remplie de jeunes soldats. Des hommes et des femmes. Aux coupes de cheveux fraîchement rasés. Au visage sincère et impatient. Ils me rappelaient, moi, des années auparavant. Pleine d'idéaux et d'un besoin désespéré de faire mes preuves. Je ne leur ai pas raconté les détails crus de mon histoire. Ils n'avaient pas besoin de connaître mes histoires de guerre. Ils avaient besoin des leçons que j'en avais tirées. Le code d'honneur, selon lequel nous vivons, ne s'applique pas seulement en mission, leur ai-je dit. Ma voix stable et claire, résonnant légèrement dans la salle silencieuse. Il s'applique dans votre propre salon. La loyauté est primordiale. Nous le savons tous. Mais votre loyauté doit d'abord aller à la vérité. Et à votre propre sécurité. Vous devez protéger vos propres arrières, avant de pouvoir protéger efficacement qui que ce soit d'autre. Ne laissez jamais personne. Et je dis bien personne. Transformez votre amour et votre sens du devoir en une arme à utiliser contre vous. J'ai regardé leur visage. Et j'ai vu la lueur de la reconnaissance dans leurs yeux. J'ai vu les discrets hochements de tête. Ils écoutaient. Et j'ai su, à ce moment-là, que ma cicatrice avait trouvé sa voie. La guérison cependant ne s'est pas trouvée seulement dans ma mission. Elle s'est trouvée dans les moments calmes, entre les deux. Alex et moi avions déménagé. Nous avions vendu mon ancienne maison. La forteresse qui avait rempli son rôle. Mais qui abritait trop de fantômes. Nous avions acheté une nouvelle maison, un peu plus loin de la ville. Une simple maison de plein pied, avec un grand jardin verdoyant. Qui donnait sur une étendue tranquille de bois. Un samedi après-midi. J'étais assise sur la véranda arrière. À regarder Alex travailler. Il construisait une balançoire. Dont la structure était faite d'épaisses poutres de chêne massif. Il était inspecteur de police. Pas charpentier. Et il mesurait méticuleusement chaque angle. Les sourcils froncés par la concentration. Notre chien, rangé, était allongé dans un carré de soleil, sur l'herbe. Sa queue battant doucement la mesure, chaque fois qu'il entendait le bourdonnement de la scie. L'air sentait le bois fraîchement coupé. Et les aiguilles de pin. C'était l'odeur de la paix. Juste à ce moment-là. Le camion du sergent Miller s'est garé dans l'allée. Lui et sa femme, une femme gentille et souriante prénommée Marie, ont contourné la maison, par l'arrière. Il portait un gros pichet de thé glacé. Et elle tenait une assiette de cookies aux pépites de chocolat, encore tiède. J'ai pensé que vous auriez besoin d'une pause, tous les deux, a grommelé Sarge, avec son air bourru habituel.
Mais ses yeux étaient bienveillants. Nous avons passé le reste de l'après-midi sur le porche, sirotant du thé sucré, mangeant des cookies et discutant de choses sans importance. Un nouveau coin de pêche que Sarge avait trouvé. Une drôle d'affaire sur laquelle Alex travaillait. Les rosiers précieux de Marie. Le son de nos rires s'est mêlé au chant des oiseaux dans les bois. Et j'ai regardé cette scène. Alex. Son t-shirt taché de sueur. Sarge et Marie. Leur affection confortable et naturelle. Un témoignage de décennies de vie commune. Rangé. Qui dormait profondément à mes pieds. Et j'ai réalisé, avec une vague de gratitude profonde, que c'était ça, ma famille maintenant. Non pas une famille forgée par le sang et l'obligation, mais une famille bâtie sur les fondations d'un respect mutuel, d'une compréhension silencieuse et de cookies faits maison. C'était une famille que j'avais choisie et qui m'avait choisi en retour. Ce soir-là, alors que le soleil couchant peignait le ciel de la Caroline du Nord, dans des teintes éclatantes d'orange et de violet, la balançoire était terminée. Je me suis assise sur le siège en bois lisse. Et Alex s'est tenu derrière moi, posant doucement ses mains sur mes épaules, avant de me donner une légère poussée. Je me suis balancé vers l'avant, m'élevant dans l'air qui se rafraîchissait. J'avais perdu un frère. Celui que j'avais autrefois idolâtré. Mais, dans ce voyage douloureux et brutal, je m'étais enfin trouvé. J'avais appris que la partie la plus importante de la devise des forces spéciales, libérer les opprimés, c'est que parfois, la personne que vous devez libérer est celle qui vous regarde dans le miroir. La balançoire allait et venait. Un rythme doux et régulier. Je n'étais plus une ombre, définie par la lumière d'un autre. Je n'étais plus seulement une victime, définie par ce qu'on m'avait fait subir. J'étais une survivante. J'étais une guerrière. J'étais l'architecte de ma propre vie. Calme et paisible. Et finalement, sous ce ciel vaste et silencieux, j'étais libre. Merci d'avoir écouté mon histoire. Mon parcours m'a appris que nos blessures les plus profondes peuvent souvent devenir nos plus grandes forces. Et que partager notre vérité est la façon dont nous reprenons notre pouvoir. Cette chaîne est un lieu pour les survivants, pour les combattants, et pour tous ceux qui ont déjà eu à construire leur propre aube. Si vous croyez au pouvoir de ces histoires, pour guérir et inspirer, veuillez montrer votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant. Vous rejoindrez une communauté qui comprend. Et vous ne manquerez pas la prochaine histoire de résilience. Merci d'être ici.